Le Maroc, dans 5 10 ans, va être le Dubaï de l'Afrique. Quand on se balade à Marrakech ou à Rabat ou à Tanger ou à Casablanca, on voit bien les infrastructures, les autoroutes, les TGV qui sont en train d'être mis en place, toutes ces infrastructures qui vont permettre demain de construire un pays moderne et performant. Souvent, les gens, ils vont pouvoir investir en Airbnb en toute, on va dire, impunité, en se souciant pas du tout des réglementations, que ce soit fiscales ou juridiques. Et quand ils vont avoir un problème, à ce moment-là, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une grosse erreur et que plus tard, après, on ne peut pas corriger parce que là, c'est le couperet qui tombe. Ce qui est important, c'est que souvent, ce que font beaucoup d'entrepreneurs, ce que font beaucoup de... pensent qu'ils connaissent. D'accord? Ils pensent qu'ils sont dans un terrain conquis. Ils pensent qu'ils sont chez eux. Parce que souvent, la plupart des entrepreneurs qui vont investir au Maroc, notamment dans l'immobilier, ça va être des anciens touristes. Donc, ils étaient là en vacances, profitaient de Marrakech, profitaient d'Agadir, profitaient de Fès, profitaient d'autres villes. Mais sauf que quand on met la casquette business, c'est plus du tout les mêmes enjeux. C'est plus, voilà, c'est un autre monde. Donc souvent, on va venir avec les réflexes de touriste pour faire du business, alors que pas du tout ça ce qu'il faut faire. Souvent, on va dire, les étrangers vont dire oui, mais si j'investis au Maroc, comment je fais pour rapatrier mon argent? Bon, en fait, la question, il faut se la poser pas comment rapatrier mon argent. Déjà, comment j'intègre l'argent au Maroc. Salut les amoureux du Maroc. Alors vous êtes très nombreux à me poser beaucoup de questions par rapport à la création de sociétés au Maroc, les taxes, les impôts, la fiscalité. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter un expert comptable. Et pour vous donner le contexte, je fais des interviews d'experts pour ma formation en ligne qui s'appelle Objectif Maroc. C'est une formation pour vous aider à réussir votre installation au Maroc, mais bien plus que ça. Ça est aussi pour lancer votre projet d'entrepreneur ici. Sur la formation, vous avez des interviews d'experts en intégralité. Et ici sur YouTube, je pense quand même à vous. Donc je vais vous donner un extrait assez important pour que vous ayez quand même pas mal de valeur. Donc là, vous allez découvrir un petit extrait de cette interview qui est en intégralité sur la formation. Prenez des notes, soyez attentifs et si jamais vous voulez aller plus loin, je vous mets le contact de Badreddine dans la description et dans les commentaires. Donc vous pourrez passer sur son site et le contacter directement si vous avez besoin d'un expert comptable. Donc on commence direct avec Badreddine et les présentations. Merci beaucoup, Stéphane. Moi, je m'appelle Badreddine Eddi. Je suis expert comptable, commissaire aux comptes. J'interviens entre la France et le Maroc. J'ai une expérience internationale dans des grands cabinets d'audit et de conseil. Et je suis marocain, donc originaire d'El Jadida, la région des Doukala. Alors, la première partie, ça va être sur la création, la gestion d'entreprise au Maroc. Je pense que c'est des questions qui reviennent souvent aussi qu'on doit te poser. Les premières étapes pour créer une société au Maroc, surtout si on vient de l'étranger, c'est quoi? Pour créer une société au Maroc, il faudra d'abord choisir la forme juridique. Donc au Maroc, on a plusieurs formes juridiques. On a la SARL, la société responsabilité limitée. On a la société par action simplifiée et aussi la société anonyme. Ça, c'est les principales formes juridiques qu'on a sur le Maroc. La plus répandue, ça va être la SARL. Effectivement, cette société, elle offre plusieurs avantages, ne serait-ce que la simplicité juridique et administrative pour la faire marcher. Pour les étapes de création, il faudra dans un premier temps trouver un nom commercial de la société. Et pour cela, il faudra aller sur le site de l'OMPIC qui va répertorier les noms commerciaux des entreprises pour chercher est-ce que ce nom est valide ou pas. Une fois qu'on a choisi le nom de la société, on va se pencher sur la rédaction de statut. Donc si par exemple on prend euh, la forme juridique la plus répandue qui est la SARL, on va avoir plusieurs aspects des statuts qu'on va aborder. Dans un premier temps, c'est l'objet social de la société. Ensuite, on va définir le siège social, le capital qui est important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, on n'est pas obligé de déposer le capital tant que le capital ne dépasse pas 100 000 dirhams, c'est-à-dire l'équivalent de 10 000 euros. En revanche, si on a un capital au-delà de 100 000 dirhams,
il faudra bien naturellement déposer 25% de ce capital. Donc une fois qu'on a rédigé les statuts, on a défini le nom commercial, on peut à ce moment-là enclencher les étapes administratives de signature des statuts, de demande d'identifiant fiscal, de l'inscription de la société auprès du registre de commerce et aussi auprès de la CNSS, l'équivalent de la sécurité sociale. Toutes ces étapes, ça représente combien de temps en général? En général, il faut compter 2 à 3 semaines pour créer une société au Maroc. Ce que j'entends, c'est 2 à 3 semaines ouvrables, euh, d'une part. D'autre part, on peut faire toutes ces étapes sans se déplacer au Maroc, à distance. En revanche, quand on voudra créer un compte bancaire, il faudra se déplacer au Maroc. Voilà. Oui, il faut aller à la banque physiquement. Tout à fait, parce que les banques, rarement les banques vont accepter d'ouvrir un compte à une entreprise sans pouvoir rencontrer au moins le gérant de la société. Alors, juste pour faire un récapitulatif, donc on a dit que la SARL, c'est la forme la plus répandue au Maroc, parce qu'elle offre pas mal d'avantages en termes de simplicité administrative et juridique, d'une part. Ce qu'on peut dire aussi, c'est la SARL AU aussi, ou en tant qu'associé unique, tout seul. Oui, tout à fait. En fait, on peut créer la société à SARL en étant seul associé, on va dire mettre à bord. Et on peut aussi se nommer aussi gérant de la SARL ou bien trouver une tierce personne qui va assumer les fonctions de gérant. Ça, c'est apprécié aussi. Tout à fait, parce qu'on peut être associé dans une société, associé unique, mais vu qu'on n'est pas sur place pour gérer, on va dire, le quotidien de la société, on peut mettre en place un gérant qui va assumer les fonctions de gestion quotidienne. Naturellement, lors de la rédaction des statuts, on peut se poser la question de limiter les pouvoirs du gérant. Ça, c'est important pour circonscrire ses fonctions et notamment en termes d'engagement de la société. Par exemple, on peut dire le gérant ne pourra pas contracter d'emprunt auprès d'établissements de crédit. Il ne pourra pas non plus vendre les actifs de la société sans qu'il en réfère soit à l'associé unique, soit à l'Assemblée générale des associés. Et toutes ces étapes, on va les faire en général accompagner soit d'un comptable, soit d'un expert comptable. Tout à fait. Il faut toujours se faire accompagner d'un professionnel qui maîtrise bien le process pour justement éviter de tomber dans les écueils et que ces 2 ou 3 semaines se transforment en plusieurs semaines, voire en un process infini. Parce que, comme vous le savez, le Maroc c'est pas comme la France, c'est pas comme la Belgique, pas comme les États-Unis. Chaque pays a ses propres règles. Effectivement, il y a des ressemblances, ce que j'appelle les faux amis, mais ces faux amis, pour pouvoir les appréhender, il faut absolument passer par un professionnel pour se faire accompagner. Oui, c'est dangereux de dire c'est la même chose qu'en France. Je vais. Bah, en fait, ça peut être très très dangereux, ne serait-ce que sur le point, par exemple, du capital social. En France, même si on a un capital social de 1 euro, il faudra le bloquer au niveau de la banque avant de lancer la création. Alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, au Maroc, on n'est pas obligé de bloquer le capital tant qu'il ne dépasse pas les 100 000 dirhams. D'accord? Ça, c'est par exemple un faux ami. Comment on aborde un peu le sujet? Je veux créer une société au Maroc. Entre eux, je choisis un comptable ou un expert comptable. Est-ce que l'expert comptable, c'est vraiment les grosses sociétés ou c'est quoi un peu la. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert comptable au Maroc, c'est une profession qui est réglementée, qui est régie par un daïr et qui obéit à un code de déontologie, à des règles propres au métier. C'est pas, on va dire, n'importe qui peut être expert comptable. Il faut avoir un diplôme, il faut avoir un cursus, il faut aussi être inscrit à l'ordre des experts comptables du Maroc. L'expert comptable, il est à même d'accompagner, on va dire, les entreprises et aussi bien les entrepreneurs, que ce soit sur des projets, on va dire, à taille humaine, que des grands projets. Après, au Maroc, l'expert comptable assume aussi le rôle de commissaire aux comptes. Alors que, par exemple, en France, on va avoir l'expert comptable qui est inscrit à l'ordre des experts comptables, comme moi, par exemple. Mais je suis, par exemple, pour être commissaire aux comptes, il faut que je m'inscrive aussi à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et c'est pas systématique. On peut avoir des experts comptables en France qui sont juste experts comptables sans être commissaire aux comptes et vice-versa. Quelles sont les démarches nécessaires pour domicilier son entreprise au Maroc? Et est-ce que c'est compliqué pour un étranger?
Pour domicilier une entreprise au Maroc, c'est très simple. On a soit l'option de signer un contrat de bail pour avoir son siège social et exercer son activité, ou bien l'option 2, c'est de passer par un centre de domiciliation en signant un contrat de domiciliation avec un centre, et c'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être dans un premier temps, pour ceux qui se lancent, qui viennent de se lancer, le plus simple, c'est de passer par une domiciliation. Ça permet déjà de créer la société, d'avoir la structure déjà prête et avoir le temps de chercher plus tard un local pour exercer son activité. Par contre, ce qu'il faut faire attention, si tu fais une domiciliation en tant qu'étranger et que tu veux une carte de séjour avec ta société, ça passera pas. Ah bon? Ouais, il faut un local physique. Ah, il demande? Ouais, Ok. ouais, ouais. Ouais. Ça, en tout cas à Marrakech. Ouais, j'ai le cas d'une cliente sur Casablanca qui est étrangère, qui a sa carte de résident. Je pense qu'elle est domiciliée. Hmm. Peut-être ça dépend des préfectures. Là, pour le coup, ça dépend des préfectures. Peut-être à Marrakech, il y a beaucoup de demandes et beaucoup d'étrangers qui s'installent. Et juste, voilà. Donc, pour sélectionner entre le vrai du faux, ceux qui sont sérieux et ceux qui ne le sont pas, bah, en fait, il y a ce critère discriminant de la domiciliation. J'en profite ici faire une petite pause pour vous annoncer que Badreddine sera un de nos experts invités à la masterclass qu'on organise le 25 et 26 janvier 2025 à Marrakech. Cet événement sur 2 jours, il est fait pour vous. Il est créé pour que vous puissiez assister à des conférences d'experts. Vous pouvez leur poser vos questions. Vous allez pouvoir réseauter avec des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui sont comme vous, avec le même rêve de s'installer au Maroc. Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, il restera encore des places. Donc, je vous mets le lien dans la description pour réserver votre place dès maintenant. Et pour rester là-dessus, il y a une membre de la formation, Valérie, qui demande est-ce qu'elle peut domicilier son entreprise dans son logement, dans la maison qu'elle loue, tu vois. Alors, est-ce qu'on peut créer une domiciliation? Est-ce qu'on peut créer une société dans un logement qu'elle loue? Ça veut dire qu'elle n'est pas propriétaire de ce logement. Voilà. Alors, c'est une bonne question. Il faut vérifier le contrat de bail qu'elle a signé. Est-ce qu'il permet ce genre de choses, d'exercer une activité professionnelle, d'une part. D'autre part, il faudra aussi vérifier le règlement de copropriété de l'immeuble. Est-ce qu'il permet, c'est un immeuble uniquement à usage habitation, ou bien est-ce qu'il permet d'exercer une profession libérale ou commerciale? Et sinon, si par exemple elle était propriétaire, on va prendre un exemple concret. Valérie est propriétaire de son appart. Est-ce qu'elle peut domicilier l'entreprise dans son appart? Je dirais, a fortiori, oui. D'accord? Après, il peut y avoir, en fonction des régions, des blocages au niveau des administrations qui peuvent parfois demander d'autres documents. Voilà. Mais globalement, j'ai des clients que j'ai domiciliés dans leur villa ou dans leurs appartements sans aucun problème, mais en signant un contrat de bail. Moi aussi, pour ma société marocaine, j'avais fait un contrat de bail avec mon propriétaire. Voilà. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont un peu réticents aussi. Tout à fait, parce que en fait, quand on va avoir un contrat de bail commercial avec une entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un élément constitutif d'un fonds de commerce. Et plus tard, ce fonds de commerce peut être cédé. Du coup, le propriétaire, il peut perdre un peu le droit de ce bien ou de ce local à terme, si des choses se passent pas comme prévu, en tout cas, dans un premier temps. Donc c'est pour ça qu'ils sont très réticents pour faire ce genre de contrat. Donc, mais de toute façon, Valérie, ce qu'il faut qu'elle demande l'autorisation de son bailleur. Sans quoi, elle va être dans l'illégalité. Il pourrait se retourner contre elle demain si il apprend qu'elle a créé ou qu'elle a installé une société dans son appart. Il faut discuter avec le propriétaire avant Tout à fait. de faire le Voilà, contrat. exactement. Il vaut mieux faire un avenant au contrat, signer un avenant. Comme ça, les choses, elles sont claires et précises et il n'y a pas de surprise plus tard. On va passer à la partie qui intéresse beaucoup les abonnés. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux ou des avantages pour les investisseurs étrangers qui créent une société au Maroc? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, il y a un certain nombre d'incitations fiscales qui visent à attirer des investisseurs marocains, mais aussi étrangers. Alors, une société qui vient d'être nouvellement créée, elle bénéficie de plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'elle est exonérée de cotisation minimale pendant les 3 premières années. Tu peux expliquer ce que c'est En la fait, cotisation? oui.
La cotisation minimale, c'est un impôt minimal qu'il faudra payer quand bien même la société elle dégage des pertes. Une société, normalement, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés. Et si, par exemple, elle est déficitaire les premières années, ben, elle va payer la cotisation minimale qui est soit calculée sur le chiffre d'affaires, soit il y a un minimum de 3000 dirhams, l'équivalent de 300 euros, quand elle ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc, cette cotisation minimale, on est exonéré de cotisation minimale, comme je l'ai dit, pendant les 3 premières années. Pour être plus précis, c'est vraiment les 36 premiers mois de début d'activité. C'est-à-dire que je peux créer une société, elle va rester, on va dire, en sommeil ou en veille pendant les premières années, mais dès qu'elle va commencer à avoir son activité, soit en achetant un bien ou en commençant à faire du chiffre d'affaires, on va considérer que c'est le début d'activité. Donc les 36 premiers mois de début d'activité, on sera exonéré de cotisation minimale. On sera aussi exonéré de taxes professionnelles. Et excuse-moi, donc ça c'est si on est en perte, si on est en bénéfice, il y a... Si on est au bénéfice, on paye l'IS, l'impôt sur les sociétés. D'accord? Donc ça, on n'y échappe pas. On a aussi droit sur les premières années de pouvoir bénéficier d'exonération de TVA sur les biens d'investissement. Ça veut dire que si par exemple demain je vais acheter une machine pour mon activité pour 120 000 dirhams, je vais pouvoir exonérer la TVA dessus, c'est-à-dire pas payer la TVA de 20 000 dirhams et faire une économie de 20% sur mon investissement quand je suis une nouvelle société. D'accord? Donc ce qui n'est pas négligeable. Pour un début d'activité, ça permet d'alléger sa trésorerie. Il y a aussi des avantages pour les employés que tu vas avoir les premières années. Tout à fait. Alors, pour les 10 premiers employés, on va pouvoir bénéficier d'exonération de cotisations sociales et d'impôts, euh, et ce qui permet effectivement d'alléger la trésorerie de la société en début d'activité pour les nouvelles sociétés. Et ça, c'est un grand avantage du Maroc quand même, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu as le temps de te développer au moins 2, 3 ans. Bah, tout à fait. Par exemple, imaginons le cas de Valérie qui lance son activité, par exemple en formation, et qu'elle va créer la société le 1er janvier, on va dire, de 2025, et qu'elle réalise un chiffre d'affaires la première année, par exemple, de 200 000 dirhams hors taxe, et qu'elle embauche son premier salarié, et qu'elle investit, par exemple, dans un bureau. Donc, elle va acheter un bureau. Donc, elle va avoir quand même des amortissements significatifs qui vont lui permettre d'être en déficit la première année. Donc, elle va pouvoir, d'une part, ne pas payer la cotisation minimale, d'autre part, de pouvoir bénéficier d'une exonération de la TVA sur le bureau qu'elle va acheter. Et sur ses premiers salariés, par exemple, elle a embauché 2 personnes, elle va pouvoir bénéficier de l'exonération de l'IR, c'est-à-dire et de la CNSS. Par exemple, si elle paye un salarié disons 10 000 dirhams, elle va pouvoir payer le brut égale le net, 10 000 égale 10 000. C'est-à-dire qu'elle va supporter uniquement le coût salarial, le net du salarié, sans payer la CNSS ni l'IR. Donc ça permet quand même de faire des économies sur une année de presque 30 ou entre 20 et à 30% en termes de dépenses d'investissement ou de fonds de roulement, ce qui n'est pas négligeable. Te laisse le temps de grandir petit à petit. Tout à fait. On te laisse le temps de grandir et surtout de pouvoir appréhender au fil de l'eau on va dire les complexités et les formalités administratives nécessaires. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent chez les entrepreneurs étrangers qui créent une société ici au Maroc? En fait, les erreurs les plus fréquentes, ça va être de penser que ça se passe comme en France ou en Belgique ou en Europe, en pensant que, par exemple, au Maroc, il n'y a pas de réglementation propre et que c'est les mêmes règles qu'on a en Europe. C'est plus ou moins vrai et c'est plus ou moins faux. Exemple, on a une société qui veut investir au Maroc dans l'immobilier. Elle va au Maroc, comme tu le sais, il y a ce qu'on appelle l'office d'échange qui va réglementer toutes les opérations réalisées en devises. Donc, si cette société, dès le début, elle ne va pas comprendre les enjeux derrière l'office d'échange et la réglementation d'échange, ben, elle peut rapidement se retrouver plus tard, dans quelques années, quand elle voudra céder ce bien immobilier,
elle va se retrouver avec des problématiques liées à l'office d'échange et des problématiques de rapatriement. Souvent, on va dire, les étrangers vont dire, oui, mais si j'investis au Maroc, comment je fais pour rapatrier mon argent? En fait, la question, il faut se la poser, pas comment rapatrier mon argent. Déjà, comment j'intègre l'argent au Maroc? Comment cet argent, il doit transiter en respectant le process de l'office d'échange et le process bancaire réglementé. Une fois qu'on a cette traçabilité, plus tard, je peux rapatrier cet argent parce que je vais prouver l'origine des fonds. Elle a bien transité en devise depuis l'étranger. Si je respecte, on pense uniquement au rapatriement, mais on ne pense pas on va dire, l'input, L'entrée, quoi. l'entrée de l'argent, Ouais. tout à fait. On ne pense pas à l'entrée d'argent, on pense uniquement à la sortie. Mais en fait, avant de penser à la sortie, il faut déjà penser à l'entrée, comment bien la sécuriser, comment bien la formaliser avec toutes les démarches auprès de l'office d'échange pour anticiper justement le rapatriement. Mais si on a déjà tout fait sans respecter la réglementation d'échange au Maroc, et quand on veut rapatrier, dans ce cas-là, ben, automatiquement, il y aura un blocage parce qu'on n'aura pas anticipé tous les enjeux nécessaires. Avant toi, on a fait une interview d'expert avec un notaire, Oui. avec Souel Morsli ici de Marrakech. On voyait l'importance aussi de faire les choses légalement, dans l'ordre. Tu veux acheter un bien immobilier, bah, tu vas demander conseil au notaire pour faire les choses comme il faut. Tout à fait. En fait, souvent, en fait, on va soit être, avoir, comme je l'ai dit, ces vieux réflexes qu'on ramène de notre pays de résidence, qui est légitime, hein. On va dire un Marocain, s'il va investir en France ou en Chine ou aux États-Unis, il va emporter avec lui ses réflexes marocains, avec toute sa connaissance de la réglementation marocaine. Et donc, c'est pour ça que c'est important, quand on vient de l'étranger, d'être accompagné par des professionnels, que ce soit le notaire, l'avocat, l'expert comptable ou d'autres professionnels, pour pouvoir déjà comprendre l'enjeu et le contexte marocain, d'une part, et comment mettre en place tous les mécanismes pour au maximum sécuriser son investissement. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs vont déjà s'engager dans des process et après, ils vont venir voir le professionnel. Et donc, ça va être du a posteriori. Malheureusement, on va essayer de trouver des solutions, mais elles ne seront pas parfaites parce que, on va dire, le coup de feu, il sera déjà lancé et on ne pourra pas revenir en arrière pour corriger le tir. En revanche, si avant d'investir, par exemple dans l'immobilier, il faut faire une étude pour savoir quelle est la structure juridique la mieux adaptée pour investir au Maroc, pour pouvoir bénéficier des incitations fiscales, dans ce cas-là, on va pouvoir effectivement appréhender les enjeux et on va dire circonscrire les risques fiscaux, juridiques ou autres. En revanche, si par exemple un investisseur il a déjà investi et qu'il a déjà acheté le bien immobilier au Maroc à travers sa structure en France, ou bien à travers, on va dire en personne physique, en nom propre, et que plus tard, il veut bénéficier de tel ou tel avantage, il ne pourra pas en bénéficier parce que tout simplement, il n'aura pas anticipé ces enjeux et il ne pourra pas bénéficier de tous les avantages fiscaux qu'offre le pays. L'anticipation, c'est la clé. Réfléchir, Bah, faire les choses dans l'ordre, et tout à fait. sinon tu vas perdre du temps Voilà, sinon on va perdre du et temps de l'argent. et de l'argent. On prend un exemple. Une personne a une holding patrimoniale en France et qu'elle veut investir au Maroc dans l'immobilier. Donc elle a plusieurs options. La première option, c'est qu'elle va acheter au nom de la holding française. Ce qui va engendrer, par exemple au Maroc, il faudra qu'elle crée une succursale. Une succursale, il faudra qu'elle dépose ses bilans. Elle va avoir ses propres obligations fiscales, comptables, administratives. En même temps, elle ne va pas pouvoir bénéficier, cette succursale, des avantages qu'offre une société marocaine, notamment, comme on l'a dit, l'exonération de la cotisation minimale, l'exonération de la TVA sur les biens d'investissement, l'exonération de la patente pendant les 5 premières années. Si demain, par exemple, imaginons que cet actif immobilier va servir de maison d'hôte ou d'hôtel ou je ne sais pas quoi, bah, si elle embauche du personnel, elle va pouvoir aussi bénéficier de l'exonération de la CNSS et de l'IR. Donc si on part sur la succursale, on n'a pas du tout les mêmes avantages que si on part sur une société de droit marocain, par exemple une SARL à associé unique qui est détenue à 100% par la holding. Donc, c'est pas du tout les mêmes problématiques, c'est pas du tout les mêmes optimisations, et on ne pourra pas malheureusement bénéficier des avantages
qu'offre la société marocaine versus la succursale, qui est juste, premièrement, une émanation de la société étrangère, d'une part. D'autre part, elle n'a pas la personnalité juridique. C'est-à-dire que si demain j'ai un procès au Maroc, bah, ça sera la holding euh, étrangère qui va devoir rendre compte et c'est elle qui est responsable. Donc et c'est elle qui est directement en porte-à-faux par rapport aux parties prenantes. Alors que si je crée une société au Maroc, bah, je vais pouvoir avoir, on va dire, cette entité juridique qui a la personnalité juridique qui va pouvoir agir de son propre fait. Donc anticipez et faites-vous bien accompagner. Et surtout, ce qui est important, c'est que souvent, ce que font beaucoup d'entrepreneurs, ce que font beaucoup de... pensent qu'ils connaissent. D'accord? Ils pensent qu'ils sont dans un terrain conquis. Ils pensent qu'ils sont chez eux. Parce que souvent, la plupart des entrepreneurs qui vont investir au Maroc, notamment dans l'immobilier, ça va être des anciens touristes. Donc, ils étaient là en vacances, profitaient de Marrakech, profitaient d'Agadir, profitaient de Fès, profitaient d'autres villes. Mais sauf que quand on met la casquette business, c'est plus du tout les mêmes enjeux. C'est plus, voilà, c'est un autre monde. Donc souvent, on va venir avec les réflexes de touriste pour faire du business, alors que pas du tout ce qu'il faut faire. Donc ça, c'était la partie création, gestion d'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres points qui sont importants que j'aurais zappé ici? Bah, en fait, il y a un point important, c'est les zones franches, notamment la zone franche de Tanger, Casablanca Finance City, qui offre des avantages compétitifs, notamment une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant un certain durée, sous certaines conditions. Il y a aussi l'exonération de la TVA sur les biens d'investissement et aussi l'exonération de la patente. Donc, par exemple, pour les activités qui rentrent dans le cahier des charges de ces zones franches, on peut effectivement optimiser la fiscalité, mais aussi certaines incitations sociales. Pour Casablanca Finance City, c'est un ensemble d'activités, notamment liées à la finance, qui vont être concernées. Pour les zones franches, on va dire, c'est toutes les activités industrielles qui sont concernées par ces zones franches, qui sont un peu éparpillées un peu partout au Maroc, mais pas que sur Tanger, d'accord? Donc là, il y a un zoning, il y a des industries qui sont ciblées par ce genre d'incitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi la zone de Tanger, elle offre en prime une plateforme logistique internationale qui est aux normes et qui permet de toucher, on va dire, tout le monde, toute la terre à proximité. Ces zones France permettent aussi une exonération de TVA pour tout ce qui concerne leur chiffre d'affaires qui est réalisé à l'export. Donc ça aussi, ça permet d'optimiser la fiscalité et de pouvoir être compétitif à l'international. Le Maroc, ça reste quand même un pays en pleine croissance avec des ressources humaines jeunes et talentueuses, et aussi une plateforme pour l'Afrique, qui est aussi un Eldorado encore vierge pour les entrepreneurs. Il y a cette proximité culturelle avec l'Europe et aussi avec l'Afrique. C'est-à-dire que le Maroc, il est entre les deux. Comme le disait Hassan II, le Maroc, c'est un arbre, ses racines sont en Afrique et ses branches sont en Europe. Le Maroc a cette capacité à comprendre, parler, à dialoguer avec un Européen ou un Occidental de manière générale, mais aussi à dialoguer, à parler, à comprendre un Africain comme nous. Nous-mêmes, nous sommes Africains, d'accord, ça, il faut pas l'oublier. Donc, du coup, cette double culture qu'a le Maroc, elle lui offre un avantage compétitif majeur, d'une part. Il y a aussi sa position stratégique. C'est un pays qui est sur l'Atlantique, qui donne sur l'Atlantique. C'est le seul pays qui donne sur l'Atlantique et sur la Méditerranée. On est à un carrefour, on va dire, logistique et géographique stratégique. Et ça, c'est grâce à Sa Majesté le Roi, qui fait un travail remarquable et excellent sur la scène internationale pour le rayonnement du Maroc, pour le rayonnement de la culture marocaine et naturellement avec le volet économique qui vient avec, ne serait-ce que ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que le Maroc va co-organiser avec le Portugal et l'Espagne la Coupe du Monde. C'est quand même le premier, non pas le premier, mais en tout cas c'est le premier pays arabe, non, c'est le premier pays maghrébin
on va dire, de l'Afrique du Nord, qui va co-organiser une Coupe du Monde, ce qui est exceptionnel. Avec tout ce qu'on sait que de la Coupe du Monde, les exigences en termes de cahier des charges et d'infrastructure, le Maroc, il est en train de faire un bond énorme vers, on va dire, d'être un pays émergent, on va dire, en pleine croissance. Maintenant, quand on se balade à Marrakech ou à Rabat ou à Tanger ou à Casablanca, on voit bien les infrastructures, les autoroutes, les TGV qui sont en train d'être mis en place, toutes ces infrastructures qui vont permettre demain de construire un pays moderne et performant et qui attire énormément, notamment les Européens, d'accord? C'est un pays aussi qui va, dès qu'on parle, quand on est en Europe, on parle du Maroc, les gens commencent à avoir les yeux qui brillent, on parle de Marrakech, les gens ils se croient dans un rêve. Donc en fait, c'est quand même un pays qui a beaucoup, beaucoup de potentiel et qui fait rêver en fait. C'est, on va dire, c'est le rêve marocain. Ouais, de plus en plus, hein. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de construire le rêve marocain. Il y a le rêve américain, il y a le rêve marocain. C'est un pays jeune, un pays dynamique, un pays avec des infrastructures modernes, un pays qui a l'ambition de ses moyens, on va dire, et qui va permettre de faire un bond justement en intégrant toute composante qui vient de l'international. C'est un pays qui est ouvert à l'international. C'est pour ça que on est en train d'attirer tous les investisseurs de l'étranger parce qu'ils vont apporter leur pierre à l'édifice. Et dis-moi, donc les avantages fiscaux par rapport aux investisseurs étrangers au niveau des zones franches. Donc, tu as parlé de Casa, Financity, Tanger. Les zones franches marocaines telles que Tanger Med et Casablanca Finance City offrent des avantages fiscaux uniques, à savoir une exonération pendant une certaine durée de l'impôt sur les sociétés. Il y a aussi une exonération de la TVA sur les biens d'investissement et des droits de douane allégés. À cela va s'ajouter aussi une exonération de la TVA sur les ventes sous réserve du respect de certaines conditions. Donc effectivement, ces zones franches vont offrir une palette d'avantages fiscaux qui vont permettre aux investisseurs étrangers d'être compétitifs à un niveau international. Donc, on va passer à la partie fiscalité, optimisation. Oui. Un entrepreneur ou un investisseur qui a des liens avec la France ou un autre pays, Mhm. comment la double résidence fiscale est-elle gérée et quelles sont les obligations fiscales? On va s'arrêter ici pour l'extrait gratuit sur YouTube. Donc, si vous voulez aller plus loin, toutes les interviews d'experts, elles sont toujours en intégralité sur la formation en ligne Objectif Maroc. J'en profite aussi pour remercier Souad et Sébastien qui m'ont prêté ici leur magnifique appartement à Guélise. Je vous mets le lien dans la description si vous avez aimé le lieu et que vous voulez réserver un bel appartement dans le centre de Guélise, dans une rue très calme. C'est vraiment magnifique, je vous le conseille à 100%. Si jamais vous êtes un expert comme Badreddine ou que vous voulez sponsoriser une vidéo, demander une interview, faire une collaboration avec nous, il y a aussi un nouveau lien dans la description avec la page collaboration. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview d'experts sur la chaîne.